Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la Formation. Nous répondrons à vos questions dans la deuxième partie de cette émission. L'hépatite C, voilà un sujet qui devrait faire rougir de plaisir les épidémiologistes, les cliniciens et les patients et l'industrie pharmaceutique, tant la résolution de ce problème de santé publique est appelée à devenir un cas d'école. Il y a en effet beaucoup à dire sur cette maladie, sa détection, son traitement et surtout sa guérison. Mieux même, son éradication, presque un gros mot en médecine, tant il est rare. Or, depuis des mois, si les médias sont inondés d'informations sur l'hépatite C, c'est plutôt dans la rubrique financière que dans celle de la médecine. Le retour du bâton, car ce véritable scandale sanitaire en puissance était la patate chaude que se refilaient tous les ministres de la Santé ces 20 dernières années, sans qu'aucune sortie de crise ne se pointe à l'horizon. Et puis est arrivé le médicament magique, mais tant attendu que la facture est plutôt salée. Hépatite C, on ferme, c'est la question que pose aujourd'hui ce JDF en direct à notre invité, le professeur Stanislas Paul, chef du service des pathologies à l'hôpital Cochin à Paris. Je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant poser vos questions à nos invités grâce à la boîte de dialogue située en dessous de votre écran. Bonjour Stanislas Paul. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct parce que je crois que vous descendez de l'avion. Presque. Vous étiez où ? À Washington, au Congrès américain des pathologies. Oui, des pathologies du foie, pour être précis, puisque Maladie c'est votre spécialité. Vous avez une unité de recherche aussi, j'ai oublié de signaler. Oui, à l'Institut Pasteur. Oui. Donc voilà. Donc Stanislas Paul, ça fait des années qu'on essaye de parler de l'hépatite C et on est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, vous allez comprendre pourquoi. Hépatite C, on ferme, c'est provocateur comme titre. C'est provocateur, c'est vrai dans les pays du Nord, notamment donc en France, aux États-Unis. On peut espérer une élimination dans les 5 à 10 ans qui viennent sur le territoire national. Vous dites élimination, vous ne dites pas éradication, vous êtes plus prudent. Oui, parce que éradication, c'est souvent beaucoup plus difficile à obtenir, mais on arrivera à l'élimination. Évidemment, dans les pays moins favorisés économiquement, ça va être beaucoup plus long. Alors, vous revenez de la grande messe du foie à Washington, qui s'est terminée avant-hier. Ça communiquait quand même toujours autant, parce que je me souviens de l'année dernière, on ne parlait que de l'hépatite C, là c'était pareil cette année ? Non, ça s'est beaucoup éteint, parce que vu qu'on a les solutions, donc il y a pas mal de discussions sur les bénéfices, on va dire à court terme, obtenus avec ces nouveaux traitements. Ça, je crois que c'est très important que les patients soient informés, et les médecins. Et il y a eu pas mal aussi de données sur les accès aux traitements, les dépistages, qui sont en fait les priorités pour demain, puisque le traitement lui-même solutionne à peu près tous les cas. Vous pensez qu'il y a encore des médecins qui ignorent qu'on a trouvé le traitement de l'hépatite C ? Je crois quand même que... Oui, je pense. Oui, je pense qu'on l'ignore parce qu'il y a eu beaucoup de blocages sur les anciens traitements qui étaient extrêmement mal tolérés, assez moyennement efficaces, puisqu'on était au mieux à 50-60% de guérison avec des traitements d'1 an. Et il y a eu beaucoup de médecins et de patients traumatisés qui commencent à revenir maintenant dans le système de soins, mais qui l'ont quitté pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et ça, c'est parfois un problème. Donc je pense qu'il y a une vraie nécessité à dire l'hépatite C est une maladie curable, avec des traitements qui sont très bien tolérés, qui sont courts, 2 à 3 mois, et qui sont d'une incroyable efficacité. Bon, vous avez fait le résumé de l'émission, maintenant on va voir ça un petit peu en détail. Quand je disais dans l'introduction qu'on a passé beaucoup de temps ensemble à faire des émissions, vous étiez moins inquiet que la majorité des hépatologues, c'est que vous aviez déjà notion, conscience que la recherche allait vous sortir de ce mauvais pas ? Conscience, ça serait peut-être un peu exagéré, mais c'est un virus en fait assez facile dans son mode de multiplication. Il n'y a pas de réservoir, il n'y a pas d'intégration, c'est une multiplication uniquement dans le cytoplasme des cellules, et donc avec un accès en fait assez simple des antiviraux, et donc c'est beaucoup moins difficile par exemple que le virus de l'hépatite B dont on ne guérit jamais quand on a une infection chronique. Un virus facile, on pourrait imaginer que l'organisme aurait pu apprendre à l'éliminer. Oui, il l'élimine dans 40 à 50% des cas. Ce qui explique ceux qui sont pas atteints. Voilà. Quand même, on va se rapporter, 10 ans en arrière, c'était quoi les chiffres ? On avait combien de malades diagnostiqués, combien de malades non diagnostiqués, combien de malades qui s'ignoraient ? Alors, il y a 10 ans, on disait 150 millions de sujets infectés dans le monde, dont 2 tiers avec une infection active. On disait 350 000 Français, dont la moitié s'ignorait.
Aujourd'hui, c'est, avec les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, 71 millions de sujets chroniquement affectés. En France, les dernières évaluations qui sont des modélisations suggèrent plutôt 150 000. Je pense que les chiffres restent un peu surestimés. On est probablement aux alentours de 70 000 à 100 000. Ouais. Et l'épidémie cachée qui existe pour d'autres virus est probablement moindre que ce qui est suggéré. Alors on vient sur ces 350 000, parce que c'était ça quand je disais la patate chaude, c'était que 350 000. Il y en avait combien qui passaient à la maladie sur 100 Alors, sur 100 personnes qui étaient infectées par le virus, combien il y en avait qui allaient... Tous avaient une maladie, oui. Mais 2 tiers d'entre eux avaient une maladie hépatique minime. Et du fait de la lourdeur des traitements, de leur longueur, du fait de l'insuffisance des résultats, 50% de guérison, on va dire au meilleur temps, la plupart de ces patients avec des maladies hépatiques minimes n'étaient pas traités. Donc on se concentrait principalement sur des maladies un peu avancées, des cirrhotiques par exemple, là où on avait les moins bons résultats, puisque c'était à peine un tiers des patients qui pouvaient réellement bénéficier du traitement, donc obtenir une guérison virologique. Et ce qu'on ignorait à l'époque, c'est que non seulement l'hépatite C est une maladie hépatique, mais aussi une maladie systémique, avec 2 à 3 fois plus de diabète, de maladies cardiovasculaires, cérébrovasculaires, avec des troubles neurocognitifs importants, avec, dit-on, le niveau de preuve est plus discutable, 2 fois plus de cancers extra-hépatiques, tout type de cancer. Alors le lymphome non-Hodgkinien, c'était bien connu. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Alors, c'est lié à l'inflammation chronique. Ouais. Alors, pour le lymphome, c'est parce qu'il y a une infection directe des lymphocytes par le virus de l'hépatite C, mais c'est aussi pour le lymphome et sûrement pour les autres cancers, du fait de la stimulation antigénique et donc de l'inflammation chronique. Alors, on reprend 350 000 personnes infectées. Sur ces 100 personnes infectées, combien il y avait de cancers, cirrhoses, décès ? Aux alentours de 25 cirrhoses. Et quand on a une cirrhose, on a un risque de 3 à 5% par an de développer un cancer. Donc, ce que l'on prévoyait, malheureusement, les épidémiologistes disaient, attention, on va avoir des milliers et des milliers de cirrhoses, de cancers du foie et de décès. Et c'est vrai, hein, jusqu'en 2005, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée des premiers inhibiteurs de protéase, donc des premiers antiviraux spécifiques oraux qui, au départ et pendant 5 ans, ont été associés dans les protocoles, puis dans la vie réelle, à l'interféron PEGID, à la ribavirine, on a vu une augmentation des cirrhoses et des cancers. Alors, je me souviens à l'époque, quand on interrogeait les ministres de la Santé sur l'hépatite C, il y avait la période où ils étaient en campagne, ils disaient il faut absolument faire quelque chose contre l'hépatite C, c'est scandaleux. Et une fois au ministère, il n'y avait pas de solution, c'était de se dire c'est une grenade virale dégoupillée, mais dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle va exploser. Oui, c'est vrai. Alors, l'un des problèmes, je pense, qu'on avait à l'époque, c'est très bien de dépister, mais si on n'a pas grand-chose à proposer sur le plan thérapeutique, si ce ne sont des traitements pas très bien tolérés et pas très efficaces, c'est extrêmement frustrant pour les patients. C'était la maladie d'Alzheimer virale, si je comprends bien. Oui. Et là, les choses ont complètement changé, parce que là, maintenant, on guérit à peu près tout le monde. On est en 2017. Donc, il est logique de dépister. Oui, on va y venir après. Donc, on est en 2017, vous avez donc dit beaucoup moins de gens contaminés. Combien de porteurs sains de porteurs du virus qui l'ignorent ? On dit que c'est aux alentours de 35% de la population affectée. Donc là, si on considère que c'est 150 000, hein, on est aux alentours d'environ 40 000, mais je pense que c'est un chiffre un peu surestimé. Donc il y a quand même 40 000 personnes aujourd'hui dans ce pays, je dirais à peu près un peu moins d'un par généraliste, si on veut, qui sont porteurs de ce virus et qui ne le savent pas. Et qui donc ont toujours ce risque... en sachant que, bien évidemment, si on le diagnostique, ils vont plutôt aller vers la guérison. Oui. La transmission... Alors d'abord, comment on va faire pour les retrouver ? C'est un gros souci parce que... Ce n'est pas beaucoup, 40 000 sur la population. Non. On ne peut pas demander à tout le monde d'aller se faire dépister ? Alors l'idée, je dirais, des recommandations d'experts, c'est qu'il faut que tout le monde ait un dépistage au moins une fois dans sa vie. Donc l'idée du dépistage universel peut se défendre. Pour 50 000 qu'on va chercher, on va faire 60 millions de tests. Alors, non, je dis que c'est une possibilité. On ne le fera pas pour des raisons notamment financières. Ouais. Ce n'est pas coût efficace, donc il faut envisager d'autres types de méthodes de dépistage.
certainement toutes les populations à risque. Alors, par exemple, on va les détailler parce que c'est important. Hein. Mais ce dépistage ciblé doit être adapté en fait aux situations géographiques. Aux États-Unis, par exemple, il y a une recommandation de dépister tous les baby-boomers, donc nés entre 45 et 65, très simplement parce que beaucoup d'entre eux sont partis au Vietnam, ont eu des facteurs de risque sexuels, comportementaux avec l'usage de drogue ou éventuellement, évidemment, avec les soins des blessures de guerre. Et donc, c'est une population potentiellement massivement vous n'êtes pas hépatologue dans l'Idaho et moi dans le Wyoming. Donc là, on s'adresse aux gens qui sont dans notre pays. Moi, je dirais, d'abord, transmission, elle se fait exclusivement par le sang. C'est très majoritairement par le sang. Donc, tous ceux qui ont eu des expositions sanguines potentielles, usagers de drogue, mais ce n'est pas seulement intraveineux, c'est aussi intranasal. Ce n'est pas obligatoirement des junkies, mais ça peut être de l'usage récréatif des années 70, doivent avoir un dépistage. Il y a des risques de transmission sexuelle qui sont faibles, mais pas complètement nuls. Donc je crois que comme pour le VIH ou le VHB, il y a une logique à recommander le dépistage donc, des sujets à partenaires multiples. Évidemment, tous ceux qui ont eu une médicalisation, notamment des actes chirurgicaux, avant les années 90. C'est avant 90. Hein, Oui, parce que c'est le moment où il a commencé à y avoir des tests à peu près efficaces. Donc tout cela, parce qu'ils ignorent qu'ils ont reçu des plasmas frais congelés, parce qu'ils ignorent qu'ils ont reçu éventuellement une transfusion sanguine pendant une intervention où ils étaient endormis, doivent relever d'un dépistage. De la même façon, ceux qui ont eu des gestes invasifs, tout ce qui était pneumothorax thérapeutique dans les années 60, relèvent vraiment d'un dépistage. Les mères infectées avec leurs enfants, c'est un risque aussi. Le risque de transmission existe, il est aux alentours de 5 à 10%. Et donc, les mères infectées, il serait logique que leurs enfants soient testés. Alors, jusqu'à présent, on ne pouvait pas traiter les enfants, donc ça n'avait pas beaucoup de sens de faire ces dépistages qui étaient recommandés dans les 2 à 3 premières années de la vie. Là, maintenant, on peut traiter des jeunes enfants ou des adolescents, donc ce n'est pas complètement fou de le faire. Il n'y a pas d'urgence. Et puis, peut se poser la question, évidemment, du dépistage de toutes les femmes enceintes, comme on fait pour le virus de l'hépatite B, ça pourrait être... où on identifie 2 à 3% de sujets infectés, particulièrement des populations originaires de la migration. C'est l'occasion pour faire de l'information, éventuellement pour faire du dépistage familial. Par exemple, l'histoire du sang contaminé, c'est vrai pour la France que depuis 90, il n'y a plus rien, mais il y a encore des pays dans le monde où le sang n'est pas d'une qualité équivalente. Bien sûr, oui, l'hémovigilance est défaillante dans tout ce qui n'est pas pays économiquement favorisé. Comme certaines autres hépatites, elle ne se transmet pas par le lait maternel, les aliments, l'eau, le contact, l'étreinte, les baisers et tout ça. Non, il n'y a pas de transmission orale, il y a une neutralisation du virus par l'acidité gastrique, donc il n'y a pas de ce type de problème. Bon, alors le problème, c'est qu'effectivement, on va se retrouver avec des gens qui vont peut-être venir aussi issus de l'immigration, qui vont avoir besoin d'être dépistés. Comment on prend en charge un malade d'hépatite C? Est-ce que déjà on peut y penser sur une symptomatologie clinique? Je pense que c'est trop fruste, non Alors c'est frustre et très peu discriminant, mais c'est vrai que quelqu'un qui a une fatigue chronique, il est assez logique d'y penser. C'est vrai que quelqu'un qui a des fourmillements dans les pieds qui témoignent d'une atteinte neurologique, qui a du purpura, donc des petites lésions cutanées, il faut systématiquement y penser. Vous allez vite aller aux 60 millions, là. Non, les fourmillements dans les pieds, c'est... Je ne parle pas des fourmillements dans les pieds, mais tout ce que vous décrivez, fatigué, des nausées... Oui. Ça fait beaucoup de monde. J'ai parlé de fatigue chronique, quand même. Ouais. Donc c'est... Et l'ictère? L'ictère, ça se voit qu'au stade d'hépatite aiguë, donc généralement, on a fait l'ensemble du bilan pour faire le diagnostic, et on fait... Donc dans ces formes-là, le diagnostic a fait assez facilement, sachant que les patients qui sont jaunes au cours d'hépatite aiguë C guérissent dans à peu près 80% des cas, donc ce n'est pas en fait le signe d'appel. Bon, les gens qui reviennent d'un voyage à l'étranger, s'ils n'ont pas eu d'hospitalisation, tout ça, ils sont à peu près tranquilles. Ah oui, complètement. Oui. L'incubation, c'est combien de temps? C'est aux alentours de 45 jours. 45 jours.
Donc la confirmation, on va la faire avec une prise de sang et une recherche. C'est quoi le principe? C'est un examen simple? C'est rechercher des anticorps donc, sur une prise de sang. La loi veut que cet examen positif doive être confirmé par un deuxième examen positif. Alors quand on dit la loi veut, c'est qu'on se dit que ça paraît pas indispensable. Oui, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, avec la sensibilité et la spécificité des tests sérologiques dits de troisième génération, ce soit complètement logique. Mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, si les sérologies sont positives, on fait un test génétique de recherche de l'acide nucléique du virus, donc par ce qu'on appelle une PCR. Systématiquement si la sérologie est positive, oui. Ouais, systématiquement. Parce que, pourquoi? Parce qu'un quart des patients qui ont une hépatite chronique C ont des transaminases normales. Donc si on se contente juste du test biologique usuel, donc les transaminases, on va rater un quart des patients. Vous faites aussi systématiquement des recherches de génotype de la souche de virus? On le fait systématiquement parce qu'on va, jusqu'à probablement le premier trimestre 2018, traiter les patients en fonction du génotype viral. En 2018, on aura des traitements qui traitent efficacement tous les génotypes, donc les 6, 7, 8 génotypes différents du virus de l'hépatite C. Donc on fait systématiquement un génotype et aussi une quantification de la charge virale, parce que là aussi on peut éventuellement moduler les durées de traitement, les types de traitement en fonction de ces éléments donc, de la biologie moléculaire. Le dépistage des anticorps d'hépatite C, c'est un examen coûteux ou c'est quand même... c'est aux alentours de 15 €. 15 €, oui. Donc effectivement, si on multiplie par 60 millions, ça peut faire une certaine somme. Vous faites plus du tout de biopsie? On ne fait plus du tout de biopsie, sauf dans des situations très très minoritaires. On a en France la chance d'avoir développé des tests non invasifs de fibrose. Donc soit une mesure de l'élasticité du foie par un test où on a un résultat instantané, soit par des combinaisons de marqueurs biologiques de spécialités françaises, Fibrotest et Fibromed, qui permettent là aussi très rapidement de savoir quelle est l'activité de la maladie hépatique, quel est le niveau de fibrose, donc de cicatrice. Donc c'était très important avant pour distinguer ce qu'on allait traiter de ce qu'on n'allait pas traiter. La recommandation était de traiter des fibroses significatives. C'est majeur pour informer sur l'existence ou non d'une cirrhose, parce que les risques, évidemment, à moyen et long terme ne sont pas tout à fait les mêmes quand on a une maladie hépatique minime et quand on a une maladie hépatique avancée. Et puis, c'est intéressant aussi pour, lorsqu'on a guéri des patients, de s'assurer que des comorbidités hépatiques liées à l'alcool, liées au surpoids, ne vont pas limiter la capacité de réparation du foie. Et donc, c'est vraiment important d'avoir cette évaluation initiale. C'est vraiment C'est majeur parce qu'en réalité, le virus de l'hépatite C lui-même tout seul donne assez peu de maladies hépatiques sévères. Donc on retrouve toujours une autre cause associée, c'est souvent l'alcool, c'est souvent le surpoids, ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qui vont concourir à aggraver la maladie hépatique. Alors, comme vous êtes un médecin éminemment sympathique, vous étiez copain avec tous vos patients, parce que c'était des histoires de 20-25 ans, vous me racontiez, vous allez être triste maintenant, parce que si je comprends bien, une fois que vous avez dépisté la présence, vous traitez. Alors, vous traitez tout le monde ou pas? Alors, on peut traiter tout le monde depuis janvier 2018. On est positif, on peut avoir un traitement, ce fameux traitement. On veut être traité, on peut être traité. On veut. C'est quand même bizarre de dire c'est le malade qui ça veut dire que... Non. On propose le traitement à tous les patients, du fait bien sûr du risque hépatique, mais surtout des manifestations extra-hépatiques. Et il y en a qui refusent? Il y en a une petite partie qui refuse. Donc parce qu'on n'a pas assez de recul, parce que je vais très bien. Et donc, parce que c'est un traitement, on va voir quels sont les traitements, mais les effets secondaires sont minimes, importants? Sont minimes, voire absents. C'est-à-dire que dans les études d'enregistrement comparant en aveugle les placebos et les produits eux-mêmes, la fréquence des effets secondaires était comparable, donc aux alentours de 85%, que les patients reçoivent du placebo ou qui reçoivent les produits. Donc l'hépatite C donne des symptômes qui peuvent être des maux de tête, qui peuvent être évidemment de la fatigue, qui peuvent être des troubles de la mémoire, de la concentration, de l'irritabilité. Et donc on s'aperçoit que quand les patients sont traités ou pas, la distribution est absolument la même. Et surtout, le point important, c'est qu'on s'aperçoit que pas mal de petites choses qui étaient négligées par les patients disparaissent avec la guérison. L'irritabilité,
les troubles neurocognitifs, éventuellement des troubles du sommeil. Donc, il y a vraiment un bénéfice à être traité et à être guéri. Taux de guérison? Aujourd'hui, 98%. 98%. Mais les 2% d'échecs sont retraités et guéris, donc c'est 100%. On peut comprendre la panique après, la panique qu'il y a eu sur le problème de santé publique, la panique de nos autorités de santé quand ils se trouvent face. Le premier médicament, c'est le sofosbuvir qui est arrivé. On va dire le premier médicament qui a été un médicament uniquement oral. Ouais. Il arrive et bon, il n'est pas bon marché parce que il était sans doute difficile à mettre au point, mais c'est aussi parce que c'est une histoire formidable. Et là, vous avez dû batailler pour obtenir. C'était un long combat ou en fin de compte, sur le temps, c'est pas si long que ça. Non, sur le temps, c'est plus que défendable. Les associations de patients, les patients ont beaucoup poussé aussi. Les associations de patients infectés par le virus du sida ont beaucoup poussé aussi avec leur savoir-faire et du fait qu'ils avaient des maladies hépatiques plus sévères. Et donc la politique, je pense, ça a été une bonne politique en France de prioriser les accès au traitement pour les patients les plus sévères au départ. Donc ça a été la période, on va dire décembre 2013, décembre 2015. Là, pour éviter les cancers et les cirrhoses et les voir mourir, quoi. Ouais. Bien sûr. Ouais. Donc c'était vraiment les patients prioritaires, incluant d'ailleurs les patients infectés par le VIH. Est-ce que vous avez vu à cette époque-là des gens qui étaient condamnés être guéris de façon quasi miraculeuse? Oui, absolument. Ouais. Il faut comprendre qu'à peu près 20% des candidats à la transplantation hépatique, donc vraiment la dernière étape avant la mort, pour ces maladies-là, sont sortis de liste de greffe. Et donc, on voit aujourd'hui, grâce à tous ces efforts qui ont été faits, une diminution du nombre de greffes liées à l'hépatite C. Donc, il y a vraiment un vrai bénéfice. Et oui, il y a un côté sauvetage, sachant que malheureusement, des patients arrivent un peu tard, parfois, déjà avec le cancer, déjà avec une maladie hépatique avancée, et à ce moment-là, il faut les transplanter. Ils sont combien? Parce que, évidemment, quand il y avait un seul médicament, le prix était un peu élevé, puis la concurrence a fait son jeu. Aujourd'hui, ils sont combien? À être traités? Non, le nombre de médicaments. Alors aujourd'hui, on va dire qu'il y a à notre disposition immédiatement 4 à 5 possibilités thérapeutiques avec 3 combinaisons principales. Vous faites des bithérapies des fois? Ce sont que des bithérapies. Que des bithérapies. Ce sont des bi ou des tri, voire des quadrithérapies. Et quand vous en aviez qu'un, comment vous faisiez alors, à ce moment-là? On ne faisait pas avec un seul. Ah oui, donc il était associé à la ribavirine, un vieux traitement au départ. Que vous n'utilisez plus du tout. Et maintenant, donc, même, ce sont des bithérapies coformulées. Ouais. Donc il y a 2 ou 3 antiviraux dans une seule gélule. Et donc c'est une gélule par jour pour 8 à 12 semaines. Donc ce n'est pas une concurrence uniquement de prix, il y a aussi une complémentarité d'efficacité sur ces nouveaux Oui, alors bon, les compagnies ont développé généralement, il y a 3 cibles principales d'antiviraux qui touchent en fait des protéines spécifiques du virus, une polymérase, un complexe de réplication, une protéase, qui sont nécessaires en fait à la réplication virale. Et donc il y a généralement des combinaisons d'un inhibiteur de protéase et d'un inhibiteur de polymérase, ou éventuellement des combinaisons des 3 cibles qui permettent globalement de guérir tout le monde. Puisqu'on a parlé beaucoup d'argent, la facture par traitement a été diminuée par 2, vous me disiez? Oui, depuis le mois de janvier 2017, ouvrant donc l'autorisation au traitement de tous, parce qu'il y a eu des efforts donc, des compagnies pour réduire les prix, il a été divisé globalement par 2. Et c'est combien de temps de traitement? Alors c'est 8 à 12 semaines en fonction des sévérités des maladies hépatiques, en fonction d'un certain nombre d'autres facteurs, mais donc c'est très court, 2 à 3 mois, très bien toléré, très majoritairement efficace, et donc c'est un traitement d'une très très grande simplicité. Et ça vous énerve un peu cette histoire de prix, parce que vous dites qu'en fait, comme le traitement est court, on compare avec certaines autres pathologies, faut peut-être changer le... Alors je pense qu'il y a une confusion en fait dans les débats. Les prix sont élevés, mais les prix sont décidés par un comité économique des produits de santé où sont présents le ministère de la Santé, le ministère du Budget, la Caisse nationale d'assurance maladie, des experts. Donc le prix, il est quand même fixé par l'État, évidemment dans une négociation avec les compagnies. Mais il n'est pas fixé par les compagnies, c'est une négociation. Donc
l'ensemble, je dirais, des payeurs est informé du prix et le négocie. On a eu l'autorisation, donc, depuis l'existence de ces traitements, d'une enveloppe de 700 millions d'euros par an de dépenses. Alors, raconté comme ça, c'est impressionnant, mais ces 700 millions pour guérir et éliminer l'hépatite C en France, à titre comparatif, on dépense à peu près 1 milliard par an d'antirétroviraux pour le VIH, 1,5 milliard d'analgésiques généraux, le paracétamol, l'aspirine, 4,5 milliards d'antiarythmiques, sans que ça choque personne, et ce sont des enveloppes qui sont renouvelées tous les ans. Pour l'hépatite C, oui, c'est 700 millions, mais dans 5 à 10 ans, ça sera 0 € puisqu'on aura, espère-t-on, guéri tout le monde. Oui, alors guéri tout le monde, c'est pas éradiqué, on a bien compris. Ces médicaments-là, il va falloir qu'ils baissent sérieusement pour qu'ils soient à la disposition de tout le globe. Oui, alors ça, il y a eu, alors parallèlement, que ça soit dans des partages de brevets ou de façon, pour certains pays comme la Chine, le Brésil, le Mexique, indépendamment de ces partages de brevets, il y a des génériques qui sont efficaces. Par exemple, Médecins sans frontières fait des traitements actuellement au Cambodge. Les 3 mois de traitement coûtent $150. Là où ils coûtaient 75 000 € en France il y a 2 ans. Donc c'est juste pour dire qu'avec les génériques, il y a quand même des possibilités pour des prix très bas et qui sont mis évidemment à disposition des pays les moins favorisés. Alors 8 à 12 semaines de traitement, 98% de guérison, so what après tous les médecins qui ont des patients qui ont été traités, c'est quoi la surveillance? On voit il y a pour les malades qui ont des maladies hépatiques modérées, très peu de surveillance, c'est-à-dire que généralement à 18 mois, on arrête tout suivi. Alors, quand je dis nous, c'est nous les spécialistes. Mais bien sûr, les patients continuent de voir leur médecin généraliste parce qu'ils peuvent avoir l'hypercholestérolémie, ils peuvent avoir une obésité, ils peuvent avoir une consommation d'alcool à risque qui fait qu'ils peuvent développer des maladies hépatiques qui ne sont pas des maladies virales. Ou ils peuvent relayer leur maladie virale guérie par une maladie alcoolique du foie ou une maladie métabolique du fait du surpoids. Donc le message, c'est on ne suspend pas la surveillance de ceux qui ont initialement des maladies hépatiques marquées, parce qu'ils restent à risque, par exemple, de cancer, et de ceux qui ont d'autres pathologies à impact hépatique associé. C'est principalement, aujourd'hui en France, alcool et surpoids. Mais il n'y a pas de marqueur de guérison c'est-à-dire que si on va regarder la présence du virus, il a disparu ou... Oui, ça c'est la guérison virologique. Elle est définie par un virus qui n'est plus détectable 12 semaines après la fin du traitement. Donc très rapidement, si on considère que c'est 12 semaines de traitement et 12 semaines de suivi post-traitement, en 6 mois, on sait que les gens sont guéris. Mais guéris virologiquement. Pour le suivi de leur maladie hépatique, une fois qu'on a inactivé la maladie hépatique, donc le virus est indétectable, le bilan biologique hépatique est normal, on n'a pas d'outils aujourd'hui très précis pour connaître la situation hépatique. Donc on a une tendance à surestimer le bénéfice hépatique associé au traitement. Donc le message, c'est pour ceux qui ont une maladie significative au départ ou des facteurs de risque, on maintient le suivi. C'est un suivi où on voit les patients tous les ans avec une échographie du foie et une prise de sang. Allez, on passe tout de suite à vos questions. Retour à vos questions. La première est simple. On dit qu'il y a une recherche encore sur un vaccin efficace. Est-ce que c'est bien la peine sur l'hépatite C? C'est probablement pas la peine dans les pays du Nord, puisqu'on a des traitements facilement accessibles. Dans les pays du Sud qui ne les ont pas encore, ces traitements, ou insuffisamment, ça peut être important de développer un vaccin. Alors, donc probablement ça arrivera trop tard, mais c'est important. On a un médecin qui nous dit au dépistage généralisé, un de plus, c'est vraiment de qui se moque-t-on, on peut quand même faire un dépistage plus ciblé. Vous êtes d'accord avec de faire un dépistage ciblé? Oui, parce que le dépistage systématique, quand vous avez prononcé le mot dépistage systématique, il y a un de nos médecins qui a dit... oui, mais je pense qu'il a raison sur le principe. Ouais. Alors, on retrouve l'hépatite C apparemment partout dans le monde. Quelles précautions pour nos patients qui voyagent et qui nous demandent conseil? Alors, on se transforme en sexologue, là, je suppose, alors. Oui, ça, c'est bon, des conseils généraux. La transmission sexuelle existe, mais pas très importante, et elle est probablement contaminante en cas de rapport traumatique. Ouais.
donc notamment rapport sanglant au moment des règles, sodomie. Donc oui, protéger ces rapports sûrement, éviter dans la mesure du possible dans des pays où le contrôle de l'hémovigilance est insuffisant, les actes... Des actes de transfusion, et si ça arrive, malheureusement, vérification systématique 45 jours après le retour. Mais bon, on voit beaucoup, par exemple, de patients hémodialysés, donc qui retournent dans leur pays, je pense au Pakistan, et qui reviennent avec une hépatite aiguë liée au génotype 3, qui est assez typiquement pakistanais. Donc ces patients-là, bien sûr, au retour de zones à risque, du fait de la médicalisation, du fait de l'insuffisance du contrôle sanguin, oui, ça vaut la peine de les tester. Alors justement, en cas de suspicion de contact après un voyage en zone douteuse, est-ce qu'un traitement type flash antiviraux serait stupide ou pas ? Non, c'est pas stupide du tout. Non, ça serait la PrEP pour l'hépatite C, mais pour l'instant, c'est pas du tout ni recommandé ni évalué. Donc l'idée, c'est qu'on teste les patients en cas d'exposition potentielle, sachant qu'une exposition contaminante, dès le 5e jour, on peut détecter le virus dans le sérum des patients. Et puis, s'il y a une hépatite aiguë, généralement, on se donne 12 semaines après le diagnostic, parce que 40 à 50% des sujets adultes ayant une immunité normale vont réussir à se débarrasser de l'infection. Et s'ils ne s'en débarrassent pas, à ce moment-là, on les traite avec ces 8 semaines de traitement le plus souvent, parce que c'est une infection récente. Quels sont les critères qui permettent d'affirmer une guérison ? Je suppose que c'est... Très simplement, l'absence de détection de l'ARN viral C, donc vraiment le génome du virus, 12 semaines après la fin du traitement. Vous le faites systématiquement après 12 semaines ? C'est obligatoire. Ouais, c'est obligatoire. Ouais. Est-ce que ça arrive qu'au bout de 12 semaines, vous dites on va refaire un traitement parce qu'on n'est pas tout à fait content du résultat ? Alors, pour les 2 à 3% de patients qui rechutent après un traitement efficace, on peut refaire un traitement et on a donc vraiment la capacité de les guérir. Donc c'est la très grande majorité des patients rechuteurs qu'on guérit par un retraitement. Et puis il y a une deuxième catégorie de patients qui sont les patients qui se réinfectent. Donc le risque de réinfection à 3 ans, par exemple, chez les usagers de drogue, il est à peu près de 10%. Donc on peut les retraiter. Donc c'est par définition un virus qui réapparaît au-delà des 3 mois où on définit la guérison virologique. Et puis, c'est aussi chez les homosexuels masculins qui peuvent se recontaminer. Et là, le risque à 3 ans est à peu près de 25%. Vous n'avez pas parlé de tatouage et de piercing. Est-ce qu'il y a un risque ? Alors, pour ce qui est fait en tous les cas de façon réglementaire, donc avec des instituts de tatouage, de piercing contrôlés par les autorités sanitaires, on considère qu'il n'y a pas de risque. Bien sûr, tout ce qui est tatouage artisanal en prison ou ailleurs, il y a un risque. Alors une qui m'amuse beaucoup, quelqu'un dit Stanislas Paul va vous parler du NASH parce que l'alcoolisme se calme, l'hépatite C va être éradiquée, on pourrait craindre le chômage et paf, il y a le NASH qui arrive pour vous ramener à la une. Un mot sur le NASH ? Oui, un petit mot. Donc c'est la stéatohépatite non alcoolique qui reproduit en fait une maladie hépatique qui est comparable à la maladie alcoolique du foie. Donc c'est une description relativement récente, c'est le début des années 90, avec d'ailleurs souvent de l'alcool associé au départ, si bien qu'on considérait que tous les patients étaient des patients alcooliques parce que la biopsie montrait une hépatopathie alcoolique. Donc on sait maintenant qu'il y a l'alcool, la NASH, et puis quand même pour la moitié des patients ayant une consommation excessive d'alcool, souvent un syndrome métabolique, donc une hypercholestérolémie, un diabète, une hypertension artérielle. C'est pour ça qu'on l'a appelé la maladie du soda et du foie gras humain, quoi. Exactement. Mais alors, c'est parallèle, bien sûr, à l'épidémie d'obésité aux États-Unis. Et c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, ce n'est pas une maladie prédominante, mais on voit évidemment les chiffres augmenter, notamment chez les adolescents, où il y a quand même une vraie interrogation sur le poids des adolescents sans cesse croissant du fait évidemment de la malbouffe. Et puis l'alcool, on peut être très optimiste, mais ça reste quand même la cause principale de maladie du foie en France. Là, avec la NASH, on dit la NASH. Oui. Ouais. On n'est plus dans le scandale sanitaire comme dans l'hépatite C, mais on est dans le gros problème de santé publique à venir quand même. On est dans un problème de santé publique. À venir.
Bien sûr. Ouais. Ouais. Si je comprends bien, ça justifie probablement que vous reveniez faire une émission, parce que les médecins qui nous regardent doivent y penser, ils n'y pensent peut-être pas. Comment face à un gros patient, on peut penser au NASH? En lui faisant des transaminases le plus souvent. En lui faisant des transaminases. Je pense ça fait très longtemps qu'on fait les transaminases. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. On fait beaucoup de cholestérol et de triglycérides, ce qui est très bien, bien sûr. Beaucoup de créatinine, ce qui est remarquable. Des transaminases moins. Les transaminases... On le faisait chez l'alcoolique, ça, surtout. Oui, mais un couple transaminase gamma-GT, c'est très informatif pour dire il se passe quelque chose, et ça peut être l'alcool, ça peut être la NASH, ça peut être un virus, et ça vaut la peine. Ça peut être surtout chez le buveur de Coca-Cola, enfin de soda, dirons-nous, ça peut alerter. Et donc, ça, c'est un examen qu'on oublie. Oui, je pense que vraiment, un message simple, c'est les plaquettes sont un très bon examen pour un diagnostic de fibrose qui progresse. Donc, les plaquettes normales, c'est en effet normalement entre 150 et 400 000. Mais en dessous de 180 000, c'est pas normal. Et des transaminases, même légèrement augmentées, et des gamma-GT augmentées, c'est pas normal non plus. C'est 4 à 5% de la population aujourd'hui. Je pense que ça vaut la peine de faire une exploration pour essayer de comprendre pourquoi il y a des anomalies du bilan biologique hépatique. Avec c'est les médicaments, c'est le métabolique, c'est l'alcool et c'est les virus. Oui, mais les explorations, ça va être... ça va être une échographie pour regarder s'il y a du foie gras, ce qui sera le plus souvent le cas. Et puis ensuite, une discussion avec les spécialistes. Bon, on arrive à la fin de cette émission. J'ai compris qu'on va se revoir grâce à la NASH. Pour l'hépatite C, on ne se rendort pas? Non, je crois qu'il y a deux messages. Il y a un message du Nord qui est un message fantastique. C'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité de traiter et de guérir tout le monde avec des traitements qui durent peu de temps, 2 à 3 mois, et qui sont très bien tolérés. Donc, dépistons le mieux possible et avec un lien au traitement rapide. Et il y a d'ailleurs des machines où on peut faire un diagnostic génomique en 20 minutes. Donc, dans le cabinet du généraliste, on n'en est pas là, mais on sera là demain. Et les pays du Sud, c'est 15 millions d'Égyptiens, c'est 15% de la population de Mongolie qui est infectée. Très gros efforts politiques dans ces pays, mais quand vous avez 15 millions de sujets à traiter avec un goulot d'étranglement qui est le système de soins comme en France on ne peut pas traiter plus de 15 à 20 000 hépatites C par an, donc les 90 000 ou 120 000 devront attendre 4 à 7 ans pour qu'on les guérisse tous. Ça peut attendre un petit peu quand même. Ça peut attendre très majoritairement. En France, c'est vrai que certains patients ont attendu longtemps et ont vu absolument, la fin de leur histoire plutôt de ça. Et je crois qu'on peut dire aussi qu'en France, on a été numéro 1 mondiaux en dépistage, numéro 1 mondiaux pour les accès au traitement, que la politique qui a été choisie est une bonne politique, comme ça, graduée, les patients les plus graves, ensuite les patients les plus à risque, donc risque de contamination sexuelle ou comportementale, et puis finalement tout le monde, c'est exactement la politique d'élimination efficace. C'est un métier sympa quand même, pathologue, quand on a... Fantastique. Non mais quand on a des histoires comme ça. Bien sûr, oui. Et j'allais dire, de notre vivant de médecin, on a vu arriver et découvrir le virus, son traitement, c'est formidable. Découvert en 88. Voilà, oui. Donc en 30 ans, on aura... J'espère que vous sentez l'enthousiasme qui nous anime, Stanislas Paul et moi-même. Merci Stanislas, à très bientôt. Jean-François. Je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour vos commentaires et suggestions, jdflemoine@gmail.com. Pour revoir nos émissions, il suffit d'aller sur le site de fréquencemédicale.com et puis aussi sur notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission que nous avons enregistrée au sein du Congrès européen, l'ESMO, avec des conseils très pratiques. À très bientôt et bonne fin de soirée. En attendant de vous retrouver, portez-vous bien.